Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création, et ceci est l'épisode de la fille qui change d'avis tout le temps. Plus sérieusement, donc je suis By Night Création, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, pour celles qui ne le savent pas, sous le pseudo By Night Création au pluriel, et sur Ravelry sous le pseudo By Night. J'ai aussi un groupe qui s'appelle By Night Die, si vous voulez partager les tricots que vous faites, les projets que vous faites avec Mélène. Je suis donc teinturière de laine de façon naturelle. Et voilà, au cas où vous ne me connaissez pas, si vous me connaissez, salut tout le monde. Merci d'être là. Merci pour vos petits pouces vers le haut, vos petits likes, vos encouragements, vos mots doux, vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Je les lis vraiment tous avec énormément de plaisir, tant sur Instagram que sur Facebook ou que sur YouTube. C'est vraiment très très agréable de me sentir soutenue et encouragée comme vous le faites. Et donc, j'avais dit il y a même pas 15 jours, lors de l'épisode précédent, que je n'enregistrerai pas avant un mois. Et puis finalement, j'ai des choses à vous montrer. Donc je me suis dit, autant revenir. De toute manière, je ne peux absolument rien faire d'autre. Il fait trop chaud. Voilà, donc je fais mon petit point météo habituel. Il fait actuellement 32 degrés dans ma maison. Ça n'arrive jamais. Enfin, je crois que ça fait 15 ans que j'habite ici, ça n'est jamais arrivé. Alors vous devez être mort de rire dans le sud, d'entendre tous les gens du nord se plaindre, mais il faut vous rendre compte que je crois que ça fait quand même 8 semaines qu'on n'a pas eu de pluie. Donc c'est pas du tout normal. Il fait, jusqu'à présent, il faisait entre 25 et 30, ça c'est génial, mais là depuis 2-3 jours, on est passé à 37, 38. Et il n'y a pas d'air, rien, il n'y a pas une petite brise, c'est juste... Donc voilà, donc rien que de faire ça, je ne perdrai un litre d'eau par exemple. Donc voilà, donc je prends sur moi de venir vous voir et de m'agiter dans tous les sens avec mon enthousiasme qui déborde comme d'habitude. Et je vais partager avec vous les tricots que j'ai terminés depuis l'épisode précédent, ce que j'ai commencé. Alors à part ça, je n'ai absolument rien cousu. J'ai teint de la laine, mais elle est pas du tout encore rebobinée, tout ça pas très présentable, donc je ne vous la montre pas. Et par contre, j'ai fait des nouveaux essais. Ceux qui me suivent sur Instagram les ont peut-être déjà vus. Je suis toute dingue parce que j'ai trouvé une nouvelle activité pour remplir mes journées qui sont déjà trop courtes. Donc je vais partager tout ça un peu avec vous. Et je vais commencer aussi par la petite partie administrative, entre guillemets. Vous le savez, je fais des salons artisanaux et des salons laineux. Et donc je serai le 15 août à l'abbaye de Saint-Denis, juste à côté de Mons. Vous pouvez retrouver les infos sur mon site, sur l'onglet Agenda. Et j'y vous propose de venir avec vos aiguilles, votre couverture et de venir pique-niquer et tricoter sur place. C'est un marché en fait de producteurs locaux organisé par les gens qui habitent dans cet habitat regroupé au sein de cette abbaye juste à côté de Mons. Et donc il y a des producteurs locaux, et pour fêter leur premier anniversaire, ils ont aussi invité quelques créateurs et artisans qui travaillent autour du lien à la nature, de l'upcycling, du recycling. Et donc voilà, et donc l'organisatrice, qui est une bonne copine, m'a demandé si je voulais bien venir avec Mélène et un peu partager mon travail autour de la teinture. Donc forcément j'ai dit oui. Et donc voilà, et donc et alors le week-end juste après, 18-19 août, je serai à Hove, à mi-chemin entre Bruxelles et Lille. Je l'ai déjà expliqué dans l'épisode précédent, donc vous pouvez voir toutes ces infos-là dans l'onglet agenda de ma boutique. Et alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que la semaine prochaine, ce sera mon anniversaire. Et donc, je vais faire comme l'année prochaine. Il y aura une petite surprise pour vous sur la boutique. Donc, je propose d'être bien attentive, soit sur Instagram, soit à vous abonner à la newsletter sur le site, pour être sûr de ne pas louper l'information. Voilà, donc il y aura un petit cadeau de ma part pour vous remercier d'être là. Et donc voilà. On va passer aux choses sérieuses, hein, au tricot et au projet terminé. Donc j'ai 2 projets terminés. Je vais commencer donc par le premier que j'ai terminé quasi après l'épisode précédent. Vous allez dire j'ai pas grand chose comme mérite. Il était quasi fini il y a une grosse semaine. Hein. Il s'agit de l'étole Trilost de Joséphine and the Seeds. Alors, je mettrai toutes les informations sur mon site dans l'onglet podcast. En dessous de la vidéo, il y a toutes les infos, les liens vers les patrons que je montre. Pour les 2 épisodes précédents, c'est là aussi qui s'y trouvait. Le cerveau est en ébullition à cause de la température et le plaisir de vous retrouver. Donc, ne me demandez pas de faire des phrases qui veulent dire du sens. Hein. Donc voilà, donc patron, c'est de Joséphine and the Seeds, l'étole Trilost. Ça fait quelques épisodes que je vous la montre parce que ça fait bien 3-4 mois qu'elle était sur mes aiguilles.
Alors, je l'ai faite dans une combinaison de fils, mais j'ai plus toutes les étiquettes. Il y en a 2 de Air de Lune, c'est une étole avec 3 écheveaux. Air de Lune, Dancer in the Light, une des couleurs. L'autre, elle venait d'un pochon, d'un sac tricoté des souvenirs qui s'appelait A Forgotten Pink House. Et alors, il y a un écheveau de ma base Starsock teinte avec du chêne et que j'avais nuancé avec du sulfate de fer et qui donne du gris. Mais je l'avais presque fini l'épisode précédent. Je ne vais pas réexpliquer toute la construction. N'hésitez pas donc à voir l'épisode 26 parce que là, j'explique vraiment comment elle se fait. Et je vais juste vous la montrer. Si je retrouve le début. J'ai pas encore fait de photo sur Instagram pour la simple raison que je n'arrive pas à me décider à mettre quoi que ce soit de laineux. En fait, j'ai décidé que j'arrêtais de tricoter parce que je n'ai plus porté de lainage depuis début juin et c'est très triste. Ça fait quand même 3 gilets que je termine et 3 châles qui sont là et qui n'ont pas encore été portés. Donc voilà, à quoi bon tricoter si on peut rien porter? Bon, je peux pas m'en empêcher, je tricote quand même. Donc voilà, donc l'étole. Voilà. Et donc en fait, je crois que la fois passée, j'en étais arrivée ici, et donc il me restait cette partie-ci de dentelle à faire, et la petite bordure. Voilà. Et je la mets... Ah non, elle est à l'endroit, voilà. Ça, c'est l'endroit par lequel on commence, mais vous ne la voyez pas bien. Et de l'autre côté, il me restait la petite bordure ici à faire. Je vais montrer un peu les détails des dentelles. Il y a celle-ci qui est vraiment très jolie. Alors, pour la couleur, c'est un peu moins rose. En vrai, c'est plus corail, plus orangé. C'est une couleur qui vibre fort. C'est cette couleur-là qui vient du sac A Forgotten Pink House de Emma Air de Lune. Et les 2 autres couleurs sont donc le gris plus foncé, c'est ma laine teinte au chêne. Et le gris un peu plus clair avec des speckles rosés et grises, c'est la Dancer in the Light de Emma. Donc voilà, et donc on a c'est tout un, donc il y a un triangle et puis une grande étole perpendiculaire avec des augmentations d'un côté, des diminutions de l'autre, et une alternance de sections entre les rayures et 2 dentelles différentes. La seule chose que j'ai changé 2 choses par rapport au patron, c'est que j'ai fait une maille glissée en début de rang dans les 2 sens, et donc je fais glisser une maille et puis je faisais un petit jeté pour qu'elle soit plus lâche et qu'elle elle soit bien tendue au moment du blocage, qu'elle ne se replie pas sur elle-même. Et j'ai changé la bordure par rapport à la bordure qui est conseillée dans le patron. Celle que j'ai prise vient de ce bouquin ici, 260 motifs au tricot. C'est aux éditions de Saxe. Le bouquin, est-ce que vous allez voir? Donc voilà. C'est un bouquin magnifique hein, avec des dizaines et des dizaines, je pense que je vous en ai déjà parlé quand je l'ai acheté, des torsades, des motifs ajourés, il y a des bordures, il y a vraiment de tout. À la fin il y a quelques patrons aussi je pense, vraiment très joli, c'est un bouquin traduit du japonais. Et donc en fait la bordure du patron c'est une espèce de petite bande avec des arrondis et qu'on doit venir recoudre à la main, et je suis une super paresseuse de la couture à la main, c'était même pas en rêve quoi. Donc voilà, donc j'ai trouvé celle-ci fonctionnait assez bien, dans le sens où elle fonctionne sur le même principe que les petits trous qui sont ici. Donc je voulais faire un rappel. Après, je n'ai pas vérifié que ce soit aligné. Je pense que c'était même pas le même nombre de mailles par répétition du motif. Mais je trouve que ça fonctionne bien dans l'ensemble par rapport au reste du patron. Voilà, donc c'est un patron de Joséphine and the Seeds. Je ne vais pas encore m'étendre. Je vais juste vous la redéployer une fois parce que je l'adore. Je suis vraiment contente. Je dois avouer qu'au début j'étais un peu sceptique par mon choix de couleur parce que le gris n'est pas du tout dans ma gamme, c'est-à-dire que je trouve ça triste. J'aime bien avoir, ouais, j'ai des slim gris, j'ai quelques chemisiers gris, mais alors du coup il me faut de la couleur. Et donc l'idée d'avoir un châle gris et rose, je savais pas très bien, mais je crois que je vais franchement le porter souvent, justement parce que avec du blanc ça donne super bien. Elle est vraiment chouette. Donc voilà, je suis très contente. Elle est immense, hein, elle fait, donc je fais 1m80, je crois que quand je la plie en deux, elle fait presque ma taille. Donc, ouais, je dirais qu'elle fait 3m40, 3m50, sachant qu'elle est en parallélogramme. Donc en bas, elle n'est pas droite. Et en largeur, ben, vous le voyez, elle doit faire 80 à 90 cm. Super projet. Si vous avez 3 écheveaux qui n'ont pas de projet en cours prévu, je vous la conseille. J'ai utilisé pile poil les 400 mètres d'un des écheveaux, le gris plus clair, celui qui sert à faire aussi les dentelles qui sont ici. J'ai utilisé, à mon avis, pas loin de 3... Ben, j'ai utilisé l'intégralité de ce fil-ci, dans le sens où, donc, on fait d'abord toute cette section-là, et puis on doit faire cette partie dentelle, et puis
et puis un petit bord. Et de l'autre côté, après on vient faire toute cette section-ci. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fini les parties grises ici, j'ai laissé ça en attente. J'ai terminé ici la section pour optimiser intégralement le fil rose pour qu'il ne me reste rien. Je crois qu'elle préconise 9 répétitions de motifs et je n'en ai fait que 8. Donc a priori, elle est même prévue encore un peu plus long. Donc, un peu plus longue. Voilà. Chouette projet, très chouette, très agréable. J'ai mis du temps à la tricoter parce qu'il y a d'autres choses qui sont venues un peu court-circuiter, des tests et des choses comme ça, mais que je vous ai montré dans d'autres épisodes. Mais vraiment, je suis très très contente. Merci Joséphine pour ce joli patron que vous pourrez vous retrouver sur Ravelry. Et alors, l'autre projet qui est terminé, je retrouve la bonne page pour vous montrer toutes les informations. J'ai fini mon gilet bleu, mon Recoleta de Rory Locatelli. Je l'ai fait en Yarn by Simone. Vous connaissez son logo. C'est du MSW 100% Merino Superwash. Son coloris Till Midnight, complètement dingue. Ouais, ça va être... Ouais, c'est bon. À mon avis, la couleur est quasi bonne. C'est un peu trop saturé, mais je trouve qu'il fait blanc, 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 blanc de soleil partout, donc c'est un peu difficile d'avoir les bonnes couleurs. D'ailleurs, je devrais enregistrer de nuit avec des spots, mais je sais pas si ça fonctionne non plus. Et donc, je l'ai fini. Je vais porter un pull pour la première fois. Je ne l'ai même pas encore enfilé. Hein. Je l'ai terminé samedi ou dimanche dernier et je l'ai lavé le lendemain et je l'ai juste fait sécher bien à plat. Je n'ai pas mis de pince de blocage et compagnie. Même pas chaud, même pas chaud, même pas chaud. Alors, il est super beau. C'est un pull qui normalement, un gilet qui normalement se tricote en DK et donc moi je l'ai fait en fingering. J'avais fait un échantillon qui était un tout petit peu plus petit que l'échantillon demandé par Rory Locatelli et donc j'ai fait une taille au-dessus. Donc j'ai tricoté le XL. Alors c'est un grand col-châle avec cette dentelle. Vous avez bien fait de mettre un t-shirt blanc parce qu'on voit super bien. Et donc il y a le col-châle qui se commence ici dans le cou et qui se prolonge tout le long des bords. Voilà, le bord, les côtés sont en jersey, les manches sont en jersey, et alors on a cette même dentelle dans le dos. Les couleurs saturent complètement, mais vous voyez super bien le motif, et moi aussi, du coup, je découvre avec vous. Donc voilà, s'il y a des bêtises, on le saura ensemble. Voilà, j'ai pas tout à fait bien mis ma manche, hein, il est un peu étiré là sur le devant. Les manches sont un peu étroites, c'est la première fois que je tricotais un modèle de Rory Locatelli, et j'ai déjà entendu dire que ces manches étaient souvent assez étroites, je confirme. C'est assez étroit. Je l'avais prévu qu'il m'arrive ici et il a pris 10 cm au blocage. Ce qui ne m'avait pas frappé lorsque j'avais fait mon échantillon, il n'avait pas vraiment bougé. Donc voilà, mais ça ne me dérange pas. A priori, j'aurais voulu qu'il soit un tout petit peu plus court, mais ça va. Il est juste bien, même pour porter soit sur un jean, soit sur une jupe. Je suis complètement à court de souffle, c'est horrible. Donc voilà, j'en suis fan. Je vais l'enlever, je vais aller prendre une douche froide et puis je reviens. J'ai de nouveau ma chaise qui grince, j'ai toujours la même bête chaise qui grince dans tous les sens. Donc la construction, j'en ai déjà parlé. On fait d'abord la bande ici dans le dos. On vient relever les mailles le long, ici, et puis on continue en commençant des raglans classiques. En continuant toujours la bande du dos. Et on entame directement la dentelle dans la bande du dos, la bande des devants. On fait les raglans pour les manches, voilà, assez classique. Et alors on entame directement la dentelle pour le dos. Les explications sont très succinctes, mais il n'en faut pas plus, hein, il y a autant de fois la telle répétition. On a des charts pour chacune des parties, je vous les avais déjà montré. Donc il y a la charte du col, il y a la charte taille par taille pour le dos, et alors il y a la charte, la partie où on fait les raglans, en fait, les augmentations, le yoke, comme elle le dit. Voilà, comme ça, expliqué rang par rang. Donc on est vraiment bien accompagné pour le tricoter.
C'est pas une dentelle facile. Je sais que j'ai dit que j'avais du mal à me concentrer sur la longueur du rang, et donc il y a plusieurs personnes qui m'ont donné des conseils. C'est pas ça que je voulais dire, mais du coup merci pour vos conseils, mais je vais les répercuter. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit que ben, forcément oui, il existe des tablettes avec une bande magnétique qui se déplace au fur et à mesure où on avance dans ces rangs, qui est assez pratique. Et alors il existe, et l'autre petit truc aussi, c'est de surligner certains rangs pour s'y retrouver. Mon problème n'était pas de savoir dans quel rang j'étais, c'était plus comme c'était des répétitions de 36 mailles, c'est de temps en temps si je décrochais ou si on me parlait, c'était de savoir où j'en étais dans mes 36 mailles. C'était plus dans ce sens-là que j'avais parfois un peu du mal à m'y retrouver. Mais bon, en vrai, j'ai jamais retenu la dentelle, mais à force de tout le temps la répéter, je savais toujours plus ou moins où j'en étais et je savais lire mes rangs pour dire ah oui, donc là j'ai fait X jeté, X mailles ensemble, parce que tous les rangs sont tricotés en dentelle, même les rangs en verre. Et ben voilà, il y a des rangs où c'est ne sont que mailles ensemble, jeté, une maille en verre, un jeté, une maille en verre. Enfin voilà. C'est j'aime tricoter de la dentelle, c'est très très chouette. Après, c'est pas un tricot de tout repos, c'est pas un tricot qu'on fait un tricoté ou un pique-nique ou quand il y a du monde autour. Mais voilà, j'en suis super contente. Vous savez, Julie, Keep Calm and Knit et moi avions fait un hashtag mon gilet bleu sur Instagram jusqu'à la fin du mois. Si vous avez tricoté un gilet bleu, n'hésitez pas à utiliser le hashtag et on fera un petit tirage au sort parmi toutes les participantes et on vous offrira chacune un patron sur Ravelry. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est que sur le côté, elle fait des diminutions et puis des augmentations pour la forme. Ça, c'est quelque chose que je fais pas parce qu'en général, ça ne tombe même pas bien sur moi parce que mes hanches sont très basses. J'ai un long torse et donc du coup, c'est pas toujours heureux. Je l'ai fait tout droit. Super contente, vraiment super contente. Maintenant, je vais attendre que la température baisse de 15 degrés pour pouvoir en profiter et le porter. Voilà, donc je vous laisse, je vais prendre une douche froide et puis je vous présente mes encours parce qu'il y en a un que vous connaissez, puis il y en a des nouveaux forcément. J'ai terminé 2 projets, donc j'en ai monté 2 nouveaux. Les projets tricot en cours, il y en a un que vous connaissez déjà, qui n'a pas beaucoup avancé parce qu'il s'est fait dépasser par les autres. Il s'agit du châle Irida de Melina Ami in a Pandas World. Alors, c'est un immense châle en brioche qu'elle a fait, elle, donc qui utilise l'équivalent de 4 écheveaux, 2 x 2 écheveaux. Elle l'a fait en Malabrigo Lace, qu'elle a tricoté en double, donc pour faire un équivalent fingering. Elle a utilisé du gris d'un côté, et de l'autre côté, elle a utilisé toutes les laines qu'on lui avait envoyées. Elle avait fait une récolte de reste de lace pour créer ce superbe arc-en-ciel que vous voyez ici tout du long. Et la première fois qu'elle en a parlé dans son épisode de podcast, moi je me suis dit, c'est le projet qu'il me fallait pour tricoter tous mes restes de laine. Alors que je n'ai pas tous, mais une bonne partie. J'avais déjà en tête, je vous l'avais dit, de faire un Find Your Fate avec tous les restes en faisant complètement aléatoirement les changements de couleur. Mais ça c'est encore mieux parce que c'est un nouveau patron et comme ça je ne refais pas la même chose. Alors, j'avais déjà bien avancé, j'étais presque à la moitié la fois passée, et donc j'ai passé la moitié. Donc en fait, le patron est assez clair, c'est une recette de comment faire la brioche, puis comment monter les mailles, les différentes parties dans le rang, parce qu'il y a une bordure en I-cord de chaque côté, il y a un petit côté où une brioche à l'endroit, je vous montre, voilà, donc on a la bordure en I-cord, la petite partie sur l'endroit où on voit le coloris contrastant, et l'autre côté où il y a toutes les augmentations et ces petits dessins de petites flèches. Voilà. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, hein, donc on a le blanc qui est principal et le... Voilà. Il n'y a pas d'explication particulière sur quand et comment est-ce qu'on change de fil. On fait ce qu'on veut, comme on veut, forcément. On peut très bien imaginer le faire juste bicolore, faire juste une face d'une couleur, l'autre face de l'autre couleur. Donc, voilà. Moi, donc, mon but était d'utiliser tous mes restes. Et alors, Mélina explique quand vous êtes arrivé à X% du poids de votre laine, ben vous arrêtez d'augmenter et vous passez à la section diminution. Donc la fois passée, j'étais à, je dirais, 3-4 cm de diminution. Et donc, je suis... oui, c'est ça, de la fin des augmentations. En vrai, j'ai même pas suivi ça. Mon coloris principal, personnellement, c'est ma base Twinkle que je tricote au naturel. J'ai une envie de prendre une bête page blanche pour que vous voyez. Parce
comme la lumière est vraiment trop lumineuse. C'est pas jaunâtre, en vrai, c'est grisé léger, parce que la laine n'est pas blanche au naturel. Et alors, il y a des petites speckles bronze très discrètes. Pas des speckles, de la Célina. Dans l'épisode précédent, j'ai passé mon temps à dire des speckles. Je sais aussi que j'avais dit que j'allais mettre une photo de toutes les couleurs que j'avais sélectionnées et je ne l'ai pas faite. Je vais essayer d'y penser maintenant, mais je ne promets plus rien. De toute manière, je ne tiens pas mes engagements. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise. Et donc en fait, quand j'ai fini le premier écheveau, j'ai arrêté les augmentations et je suis passée aux diminutions. Parce qu'elle, elle fait 28 répétitions du motif avant de passer aux diminutions et moi j'en étais déjà à 30. Et donc si j'avais fait ce qu'elle disait, je serais arrivée à 31, 32 répétitions. Et je crois qu'il allait faire plus de 4 mètres. Donc je me suis dit, voilà, j'ai utilisé la moitié de mon blanc. On verra, j'espère que j'utiliserai quasi toute l'autre moitié du blanc. Donc je vais vous le montrer, mais alors j'ai des fils, comme je ne l'ai pas bien rangé comme il faut. J'ai des fils qui tournent dans tous les sens autour du châle. C'est moyennement pratique pour vous montrer proprement. Oh. C'est pas tout de sortir tous ces encours et les mettre tout autour de soi. Il faut en plus bien les... Normalement, il faudrait les sortir des pochettes. Donc voilà, donc, je ne vais pas revenir sur tous les restes. Ici, on voit à peine le changement. C'est de la garance. Et puis après je passais sur une section avec un reste de Life in the Long Grass, puis j'ai d'autres laines un peu plus froides, du gris, puis je retombais dans les beiges, et puis dans les marrons, et alors je suis en train d'entamer une section où les marrons virent vers le jaune. Comme ça après je continuerai dans les jaunes, reprendrai orange et puis de nouveau des rouges. Je pense que donc en fait qu'est-ce que j'ai fait depuis la fois passée, si je le prends dans le bon sens, à mon avis, voilà, j'ai fait une trentaine de centimètres depuis la fois dernière. Je pense que j'étais là, où je venais de finir toute cette section beige. Voilà, je pense que j'étais juste ici. Et donc j'ai fait ça depuis la dernière fois. Je vais vous montrer les nouvelles couleurs alors. Donc ça c'était des beiges, j'avais fait un mix, il y avait parfois 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes de reste de beige teint au boulot. Il y avait un reste, il restait 2 grammes je crois d'une de mes couleurs de Little Trilost de Air de Lune, enfin la laine Air de Lune. Et alors maintenant je suis venue intégrer, ça c'était du chêne, ici c'est un reste de mon étole Time Traits, avec ça c'est de la Air de Lune, et ça aussi c'est de la Air de Lune, qu'à la base je n'avais pas prévu de mettre, mais j'ai repesé mes laines avant d'entamer les diminutions. Ben voilà, c'est juste le milieu est là. Enfin le milieu, le début des diminutions. J'avais pas prévu de la mettre, mais j'ai repesé mes laines et il me restait plus 100 grammes au total avec mes restes, sachant que j'en ai un qui est beaucoup plus gros que les autres et que je comptais pas utiliser intégralement. Donc je suis venue rajouter, donc j'ai même pas utilisé tout ce qui me restait. J'ai venu rajouter ceci. En ce moment, je suis dans le curcuma, bien moutarde. Et après, je vais passer à un jaune plus pâle. Et puis un jaune plus franc, et les autres couleurs je ne les ai pas ici, elles sont dans un petit pochon dans le salon où je tombe dans les oranges et tout ça. Donc voilà, ça reste un projet que j'adore et qui me convient vraiment très très bien parce que c'est de la brioche, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est vraiment simple à tricoter. Et il faut, sur 6 rangs, on ne réfléchit pas du tout, et puis il y en a 2 rangs où on a les augmentations, les diminutions, donc ça rythme énormément le projet. Donc on a ça qui rythme le projet, plus le fait, dans mon cas, de changer de couleur. Je sais que dans les commentaires, quelqu'un m'a dit qu'elle le faisait en arc-en-ciel et qu'elle s'éclatait aussi à voir apparaître les couleurs. J'imagine qu'effectivement, le faire avec un gradient, par exemple, je pensais à la Féfil faire maintenant des gradients de 800 mètres, ça peut être génial d'avoir un gradient d'un côté et un couleur unile de l'autre côté, ça peut être super canon, quoi. Donc voilà, il est déjà immense, il fait déjà plus que mon envergure, donc il fait déjà plus de 2 mètres et je viens d'entamer seulement les diminutions. Le projet avance bien, je ne vais pas expliquer encore 3 heures parce que sinon je tourne un peu en boucle. Vous devez me dire en fait, parce que j'ai l'impression que souvent je répète exactement les mêmes choses d'un épisode à l'autre, parce que je me dis s'il y a des gens qui n'ont pas vu les autres épisodes, c'est pas sympa de dire ah ben va voir avant, mais bon, si vous me trouvez trop répétitive, c'est peut-être pour ça que mes épisodes sont trop longs, c'est que je réexplique tout 18 millions de fois. Il a déménagé, il est passé dans mon plus grand sac à projet zippé, pour la simple raison qu'il y avait plus de... Il rentrait plus dans plus petit. Et encore, il n'y a pas toute la laine qui est dedans. Mais voilà, ça c'est dans le sac. Donc, normalement, je peux mettre 6 écheveaux. Mais bon, voilà. C'est gonflant, c'est volumineux avec la brioche. Mon deuxième projet terminé, il s'agit du Joy Cardigan de Vera
de Vera Välimäki, qui vient donc, c'est le gilet qui est ici sur la couverture du magazine Interprétation volume 5, qu'elle fait en collaboration avec Rory Locatelli une fois par an. Est-ce que il y a des photos? Oui, parce que c'est vraiment des jolis livres avec plein de photos et des belles photos. Voilà, vous avez le devant et le dos qui est là. Voilà, et donc il y a une très chouette dentelle sur le dos qui est la même que sur le devant. Un gilet assez simple, assez basique, que je fais en laine, que je teinte moi-même avec du curcuma aussi. C'est ma base Milky Way, donc qui est mérinos et viscose, et qui a ce petit côté fétuidé que j'aime beaucoup, vous le savez. En plus, c'est vraiment un chouette fil pour l'été, le printemps, parce qu'il est très 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 léger, très agréable. Et donc jusqu'à présent, je m'étais fait un seul gilet dans cette base-là, je l'avais juste usé au naturel. Et c'est vraiment le gilet que je porte le plus, dans le sens où il est pas trop chaud, il est moins chaud qu'un 100% mérinos. J'ai pas mal avancé quand même. Comment je m'y retrouve? En plus, j'ai des aiguilles qui sortent du sac alors qu'elles ne sont pas censées être rangées dedans. Et je crois que mon aiguille est juste trop courte pour bien vous le montrer. J'ai déjà près de... J'ai compté 320 mailles sur les aiguilles. Je voulais voir où j'en étais dans mon raglan. Alors, on le commence par un montage Longtail Caston classique. Et alors, il y a un petit détail que j'aime bien, c'est qu'on fait d'abord un rang envers. Et puis après, on vient faire X rangs de côte torse. Et puis, on vient commencer. Alors, on a les épaules ne sont pas... On commence pas tout de suite les raglans. On a des mailles directement pour les... Oh là là, oh, avec la chaleur, il n'y a plus rien qui fonctionne. On commence pas tout de suite les raglans des épaules, dans le sens où on a déjà des mailles pour les épaules. Et là, on vient augmenter sur les rangs envers et sur les rangs endroits, très drastiquement, au début. Est-ce que ça se voit bien? Je vais vous le montrer sur la photo, peut-être. Vous le voyez ici sur la photo. Donc, en fait, cette partie-ci, on n'a pas encore de mailles pour l'endroit. On a déjà les mailles pour l'envers. Et donc, on a beaucoup de mailles déjà sur les aiguilles pour les épaules. Et c'est de part et d'autre de ces mailles d'épaule qu'on vient augmenter très drastiquement pour former vraiment cette jolie épaule plate. Ah, j'avais encore rien fait tomber, dis donc. Et... donc voilà, et puis après on passe à un raglan classique, et donc moi je suis déjà à mi-chemin du raglan classique, je pense, avec des augmentations de part et d'autre. Voilà, et c'est au moment où on entame, ah oui, et c'est ça, et cette partie avec les augmentations très drastiques, on fait également des rangs raccourcis pour que le haut soit un peu plus haut que le devant. Donc voilà, vous voyez ici, ça c'est l'équivalent, ça c'est ce qu'on fait en rang raccourci, on fait quasi jusqu'au bout du devant, et ainsi de suite. Les rangs raccourcis proposés sont les wrap and turns. Personnellement, j'ai fait les German short rows que je trouve plus propres, et je trouve que du coup ça ne se voit pas du tout que j'ai fait des short rows. Ils sont ici le long, en fait, les short rows. Voilà. Et donc dès qu'on a fini les short rows et qu'on entame les raglans habituels, on commence les dentelles sur le devant et sur le dos. C'est le même motif de dentelle qui se répète sur 12 mailles de mémoire. 16 mailles, voilà. 16 mailles, 12 rangs. Très simple, vraiment. Mais qui en jette complètement. Ça, c'est une répétition du motif. Et je crois que je suis à la troisième... J'entame la troisième répétition en hauteur. Et après, classiquement, on va venir à la fin du raglan mettre les manches en attente, tricoter le reste du corps. Il y a aussi une partie un peu d'augmentation, diminution et augmentation pour le waist shaping, pour la forme de taille que je ne ferai pas. Et on s'arrête. Je compte le faire pile sur 3 écheveaux. Donc comme d'habitude, quand j'aurai fini mon premier écheveau qui sera un tout petit peu plus bas que la séparation manche-corps, je mettrai mes deux manches sur une aiguille circulaire que je ferai en Magic, et je ferai en Magic Loop les deux. Plusieurs personnes m'ont demandé exactement comment je faisais, par où je commençais, et donc j'essaierai cette fois-ci, parce que forcément je n'ai pas de manche en cours, donc je ne peux pas répondre tout de suite, mais donc quand je ferai celle-ci, je ferai une toute petite vidéo que j'intégrerai probablement dans l'épisode suivant ou l'épisode d'après, pour vous montrer à quel moment je démarre, et où je m'arrête, et puis quand je commence la deuxième manche. J'essaierai de faire ça le plus proprement possible, pas dans l'idée de faire un tuto, pas dans l'idée d'expliquer comment faire du Magic Loop, comment faire 2 manches en même temps sur Magic Loop. Pour ça, je vous conseille justement les tutos de Melina, Independence World, sur sa chaîne YouTube. Il y a toutes ces explications-là. C'est valable pour les chaussettes ou pour les manches. Voilà. La question qu'on m'a posée à moi, c'est
où tu prends tes mailles et où tu arrêtes de prendre tes mailles. Donc voilà, je vous montrerai ça probablement dans le prochain épisode, si je suis arrivée là, si je suis rendue là, comme diraient les Québécoises. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on continue la bordure en maille torse tout du long, donc il n'y aura pas de maille à relever à la fin. Et alors, on fait des boutonnières tous les 5-6 cm. Je crois que j'ai pas compté le nombre de rangs qu'il y avait entre les deux, et donc celle-ci est un peu plus espacée. En vrai, je fais les boutonnières, il y a 9 chances sur 10 que je fasse pas les boutons. Donc voilà. Il y a un truc qui m'inquiétait un peu au début, c'était que l'encolure me semblait très très large, et effectivement sur la photo elle est un peu fort évasée, fort plate comme ça ici. Fort comme ça, fort cintrée. Je pense que ça ira, parce que c'est pas spécialement ce qui me plaît comme encolure. Mais voilà. Il va bon train, je suis très contente. La laine, la Milky Way, c'est un vrai bonheur à tricoter pour celles qui ont déjà eu l'occasion de le faire. Vous le savez, elle est douce, elle est très ronde, elle est très retordue. On voit ici. Moi, je trouve ça vraiment très très agréable à tricoter. Donc voilà, et j'espère qu'il ne fera pas mauvais quand j'aurai fini mon gilet d'été. Oh, parfait. Je vais beaucoup mieux maintenant. Et alors mon troisième en cours, c'est un projet que j'ai commencé sur un coup de tête. Mais bon, je vous en ai déjà parlé les deux épisodes précédents. Il me démangeait fort fort. C'est un modèle qui vient du Laine Magazine numéro 2. Parce que je n'ai évidemment pas noté la page. C'est un châle qui s'appelle Invincible Summer. Le voici. Qui est un modèle de Susan Sommer. On voit un petit peu mieux ici. Et oh, surprise, il y a de la brioche. Donc oui, j'ai un jour dit que je ne me jetterai jamais sur un patron pour lequel il faut faire de la brioche. Mais j'aimais bien... Est-ce qu'on le voit? On ne voit pas vraiment sur la photo. Allez voir sur les photos en ligne, où je vais essayer de vous le montrer sur le projet en cours. Il y a une espèce de dessin dans la brioche qui m'intriguait un peu. Et en fait, il y a l'effet aussi un peu fade qui me plaisait. Donc il se fait avec 3 écheveaux et puis après il faut une quatrième couleur contrastante. Alors je vous avais déjà montré les laines, je les ai achetées à Clamart chez Trélise. Je vais vous montrer son étiquette. Voilà. Toutes ces étiquettes sont sérigraphiées en fait, Trélise. Donc c'est chaque fois une pièce unique, chaque étiquette est... Voilà. J'ai déjà quand même pas mal avancé. Parce que forcément, c'est des sections très très courtes et qui sont très très passionnantes à faire. On a un montage avec un petit boudin die-cord des deux côtés du triangle, une diminution centrale, des augmentations de chaque côté. Au début, c'est juste du point mousse. Et puis, on vient intégrer des triangles de brioche. D'abord d'un côté, puis de l'autre. Et puis, à un moment donné, on a un triangle de brioche dans les deux sens, et ainsi de suite. Jusqu'à presque utiliser carrément tout le premier écheveau. Donc moi j'en suis à peu près à la moitié, 60%. Celui-là c'est le, que je dise pas de bêtises, c'est sa base Gaia, qui est en fait la même que ma base Milky Way, donc Superwash Merino et Viscose. Et c'est le coloris Air Lupin, que j'aimais vraiment vraiment beaucoup. Ça c'est vraiment couleur d'automne très sympa. Et donc après on vient intégrer en brioche bicolore, on vient intégrer le deuxième écheveau et on passe à l'écheveau suivant, et c'est comme ça que se fait le principe du fade. Donc voilà, ben là vous le voyez bien, mon string géant que je vous montre à l'envers pour changer. Bon, ça change pas grand chose, j'ai juste l'augmentation centrale qui est dans le mauvais sens. Voilà, j'ai une seule crainte et un seul ennui, c'est que la bordure en die-cord n'est absolument pas élastique, et donc j'ai peur que, donc déjà de lui-même il a tendance à se recourber à faire une forme bizarre, et donc j'ai peur qu'au blocage j'ai des soucis. Donc vraiment j'essaye vraiment de faire ça très 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 lâche. C'est pas le même principe die-cord que sur l'étole de Mélina, où Mélina on tricote une maille, on fait glisser la suivante, on fait, enfin je vais pas donner tous les détails, et on fait autre chose sur le rang suivant, tandis que là quand on arrive au bout du rang, on glisse les 3 mailles et on les tricote au rang retour, et je me demande si c'est pas ça qui fait que du coup c'est un peu mollasson. La couleur suivante sera celle-ci. Et en fait, la ligne de conduite entre les 3 écheveaux que j'avais choisi chez Lise, qu'on avait choisi ensemble, c'est qu'il y a un peu de jaune moutarde à chaque fois. Celui-ci, mais donc j'hésitais entre 2 séries, je pense que j'avais dit 2 séries de 3 écheveaux. Et il y en a un qui était vraiment fort dans les tons gris et rouille comme ceci, moutarde, et l'autre était fort dans les tons roses. Et mais le 3e écheveau rose, donc là, ouais,
Je vais d'abord vous montrer. Ça sera ma dernière section, toute fraîche, mais pareil, avec le même rose qu'ici et du moutarde. Et donc, en fait, le troisième écheveau rose était beaucoup trop foncé à mon goût, dans ce qui lui restait à Clamart. Et dans l'autre série, je trouvais ça fort terne, au total. Et donc, du coup, comme moi, je voulais très très fort celui-là, et qu'elle voulait très très fort que je prenne celui-ci. Ouais, donc, on a fait cette combinaison-là qui, j'espère, va vraiment bien donner ensemble. Ce color ici, que je ne dise pas de bêtises, c'est Lady Marmalade. Ah, l'étiquette est tombée. Elle est tombée trop loin, je ne sais pas la ramasser. Et le plus clair, c'est Heartbeat. Je ne sais même pas si ça va se voir. Donc voilà, je suis assez enthousiasmée par ce projet aussi, même si je suis déçue finalement, parce que c'est ennuyeux à faire. C'est du point mousse, c'est de la brioche. Il y a juste le côté un peu haletant du changement de section, et je dois avouer que maintenant je suis impatiente de passer à la deuxième couleur, forcément, pour voir comment elle se déploie quand on la tricote. Je pensais que ce serait un petit peu plus passionnant que ça, parce que du coup ça me fait 2 châles très simples à faire. Donc j'ai eu du mal à pas tout de suite me lancer dans un troisième châle qui serait plein de dentelle. Mais je me dis que comme j'ai de la dentelle dans le gilet, je peux alterner, même si la dentelle est très simple. On verra bien. Peut-être que du coup mes projets suivants seront 3 projets compliqués, ce qui n'est pas spécialement une bonne idée non plus. Voilà. Donc j'alterne de l'un à l'autre. Voilà. Ce qui est juste, j'aurais dû mieux réfléchir au fait que faire 2 châles en brioche en même temps, c'est un peu répétitif. Et alors mes poignets morflacés. C'est-à-dire que quand je tricote à l'envers, il y a un mouvement que je fais qui fait que j'ai fort mal au poignet. Si je tricote trop d'heures sur une journée, c'est-à-dire que ces derniers temps, je tricote beaucoup. Donc je n'ai rien cousu, pas beaucoup de teint, et donc je tricote énormément. Et donc si je tricote trop d'heures, mes poignets, et je ne sais pas si je vous montre, j'ai une horrible boule de nerfs qui se forme ici. Et j'ai cru pendant 15 ans que c'était lié à l'utilisation de la souris au boulot. Et je me rends compte qu'en fait non, c'est pire, c'est à cause du tricot. J'espérais que cette boule disparaisse, mais elle a quadruplé depuis le début du mois de juillet, depuis que je n'utilise plus de souris. Donc c'est un petit coup dur pour mon petit moral de tricoteuse, mais ouais. J'essaye de faire des pauses et de ne pas tricoter non plus du matin au soir. Voilà. Du coup, puisque je ne peux pas tricoter du matin au soir, je me suis remise au crochet, ce qui n'arrange absolument pas mon poignet, mais voilà, il fallait que j'essaye. Il y a 3 ans, pour mon anniversaire, mon homme m'avait fait une super grosse fête surprise, et il avait fait une cagnotte pour acheter de la laine pour faire une grande couverture au crochet. Je sais, il y a des trucs plus malins à demander, mais bon, vous pouvez me comprendre. Et donc j'en avais fait, j'avais trouvé de la laine pas trop chère, c'était à 1 € la pelote, et j'avais déjà directement commencé une autre couverture au crochet que je vous ai montré il y a 3-4 épisodes, qui m'a pris 2 ans et demi à faire. C'est-à-dire qu'au début j'ai fait beaucoup, puis j'ai pu toucher pendant 6 mois, puis j'ai fait beaucoup, puis j'ai pu toucher pendant 6 mois. Et donc depuis 3 ans, presque, ben oui c'est ça, c'était parce que la fiesta s'était faite mi-juillet, j'avais tout de suite acheté la laine. Depuis 3 ans, j'ai de la laine qui dort dans mon étagère ici, mais avant dans un carton dans la chambre. Et enfin de la laine, c'est du coton. Et j'ai toujours cette envie de faire cette couverture, donc je me suis dit, ben, je vais peut-être remettre 3 ans à la faire, mais je l'ai commencé. Alors c'est un tuto que j'ai trouvé sur internet à l'époque. Alors moi j'ai imprimé ça en juin 2015, hein, donc il y a plus de 3 ans. C'est ceci, Flower Square Tutorial. Vous avez le blog qui est indiqué ici. Je n'ai même pas pensé vérifier si c'était toujours d'actualité. Donc c'est un tuto tout simple. Elle ne donne pas les détails de comment on fait les points, de quel point. Je dois avouer que donc c'est un point NL, donc j'imagine que c'est une hollandaise. Et je suis partie du principe qu'elle utilisait les noms. Je sais même pas si j'utilise les noms anglais. En fait, je me base sur le principe de comment elle fait sa fleur et comment elle vient reprendre les mailles en dessous pour que la fleur soit en relief. Et je fais mes carrés, et alors je compte attacher mes carrés au fur et à mesure. Je les fabrique. Donc, ce que j'ai fait, parce que je sais qu'à l'époque, j'avais fait 2-3 essais, j'avais pesé la laine qu'il me fallait. Et donc, mon but à moi, c'est de faire le cœur de fleurs à chaque fois en jaune. J'ai des fleurs, j'ai une vingtaine de couleurs différentes pour les faire, et le fond sera toujours gris. Donc, ben voilà, le gris qui sera en drop safran dans ce gris tout doux. Ça sera la couleur du fond.
le jaune, j'utilise aussi de l'assafran. Alors ça, c'est l'ancienne manière dont j'en avais déjà en fait de ce jaune. Et donc j'en ai racheté encore 2-3, je crois. Je crois que j'ai 5 pelotes au total pour faire tous les cœurs. Et alors j'ai une vingtaine de couleurs pour faire les fleurs. Je vais vous montrer les 2 premières que je viens de refaire cette semaine parce que je voulais revoir comment ça fonctionnait. Et vous voyez, la fleur est en relief. Ça me plaisait vraiment beaucoup. Et donc mon idée en fait c'est de faire d'abord tous les cœurs et toutes les fleurs de toutes les couleurs et puis de venir tout assembler avec mon gris. Je verrai. J'ai déjà fait 10 fleurs roses et 10 fleurs vertes. Donc je suis pas très avancée. Et à chaque fois j'ai utilisé un gros 30 grammes, un petit 30 grammes de mes pelotes. Alors donc c'est tous les cotons mercerisés, basique, mais j'ai mélangé les marques pour avoir un panel de couleurs. Donc j'ai de la safran, j'ai de la catania, j'ai de la langue, voilà, ça c'est toutes les couleurs que je compte utiliser. J'ai même pris du mauve, je devais être complètement bourrée quand je fais ça, discrète. J'ai dit, surtout du rose, du jaune, un peu de vert, il y a des gris un peu taupe et il y a beaucoup d'orange. Et alors quelques bleus un peu punchy. Le turquoise que je tolère. Mais je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je sorte de Je déteste le jaune pâle, mais j'en ai pris quand même parce que je me dis que dans l'ensemble ça va bien donner. Il faut que je sorte. Je suis pas dingue non plus de ce rose-là, mais je me dis que dans tout l'ensemble ça va donner bien. Donc j'hésite maintenant à faire. Est-ce que je fais 10 fleurs de chaque pour le plaisir d'avoir crocheté toutes les couleurs? Et puis je commence déjà à assembler puisque j'aurais fait la moitié. Et puis après je recommencerai à faire avec les fleurs. Je veux que ce soit complètement aléatoire. J'ai pas envie de faire tout à coup une bande d'une couleur, une bande de l'autre. Je vais juste les prendre au hasard, faire plic-ploc et je verrai bien et essayer qu'elles ne soient pas dans la diagonale ou dans juste l'une à côté de l'autre si elles sont de la même couleur. Donc voilà, petit projet qui se fera vraiment petit à petit. Ça va encore assez vite parce que la fleur est vraiment simple et donc voilà, projet au crochet qui viendra s'intercaler dans les projets au tricot. Et voilà, je vous la montrerai probablement pas à chaque épisode, je vous la montrerai peut-être quand je fais des avancées significatives. Parce que si je fais 10 fleurs d'un épisode à l'autre, ça va pas spécialement vous intéresser. J'ai pas envie de commencer à me dire tu fais 1 fleur par jour ou tu fais 5 fleurs par jour. Non, c'est pas du tout ça le but. Donc voilà mon projet crochet du moment. Et alors, tant que je suis dans la haine, je vais juste vous montrer une nouvelle acquisition. Je l'avais déjà achetée avant l'épisode précédent. Hein. C'est juste qu'elle n'était pas encore arrivée parce qu'elle devait arriver de Grèce. Donc, vous avez peut-être tous suivi ce que Countess of Blaze avait lancé, qui était le Tits Out Collective, qui était l'idée que donc elle donnait la recette d'un de ses coloris et que toutes les teinturières qui s'engageaient à l'utiliser et à le vendre le 1er juillet reversaient une partie de leur fonds à une association, à un centre de recherche, à une bonne œuvre. Et donc, moi, j'avais flashé sur la version de la couleur de Trélise, parce que dans le coloris original, il y a beaucoup de rose, il y a des gens qui l'ont fait très mauve et des choses comme ça. Trélise, forcément, elle a été tirée sur le maximum de orange. Et donc, je lui ai commandé 2 écheveaux de sa base Arès, qui est du 75-25 classique, et un écheveau de mohair. Trélise, en plus, c'était une des seules à proposer, en tout cas dans celle que j'ai vue, qui proposait du mohair. Ça sature parce que c'est fluo. Je dois avouer que j'étais un petit peu décontenancée parce que je ne l'avais pas vu sur les photos de Trélise que c'était fluo. Moi, je pensais que c'était orange. Et donc, je suis pas... Du coup, je suis un peu... Je m'étais dit que je referais un Birds of a Feather, qui est vraiment un châle que j'adore et que je porte énormément. Et je m'étais dit, j'en ai un fuchsia que j'adore. Pourquoi pas un chouette orange? Là, le fait que ce soit fluo, je ne sais pas du tout si je vais les utiliser. J'ai fait mon châle fluo déjà orange le briochette et ça n'a rien avec le travail de Trélise, hein. C'est juste que sur les photos ça ne se voyait pas. Et là à l'écran ça se voit à peine, mais je peux vous dire que ça pique, on dirait une veste de sécurité. Ou la veste que vous devez avoir dans votre voiture ou quand vous roulez à vélo. Voilà, c'est très violent. Et je comprends forcément que ça ne se soit pas vu, c'est infotographiable comme couleur, mais j'étais fort perturbée en les recevant.
Donc voilà. Mais je suis contente d'avoir... C'était ma petite manière de participer à l'action. En tant que teinturière naturelle, je ne pouvais pas participer à ce genre de projet. Je m'étais dit, je vais peut-être faire des sacs à projet. Mais en 15 jours, j'avais pas le temps de trouver les tissus qui étaient dans l'univers concerné. Et, enfin voilà, donc je savais qu'en tant que créatrice, je ne pourrais pas participer. Donc du coup, je m'étais fait un honneur en disant, je vais acheter de la laine chez au moins une personne. Et voilà. Et donc c'était sur ces oranges que j'avais flashé. Donc, voilà. Mais il y a encore, chez plein de gens, il y a encore de Tits Out qui est disponible. Et je pense que ça vaut la peine si si vous allez sur le Tits Out Collective, sur le hashtag sur Instagram, vous aurez toute la galerie, ou sur le Countess of Ablaze, sur son site, il y a aussi la galerie de toutes les participantes. Je pense qu'elle l'a laissée en ligne. Et donc, si ça vous donne envie d'avoir de la laine punchy, ben voilà, il y a des gens qui ont fait beaucoup moins punchy. Il y a vraiment des très, très, très jolies choses. Et surtout, il y a des très, très belles photos. Les photos qu'a faites Amy Florence du podcast anglophone Stranded Podcast sont juste exceptionnelles. Elle et sa maman ont posé, sauf que sa maman, il lui manque un sein. Et donc, je trouve qu'elle a remplacé son sein par un échaud sur la photo. C'est juste très, très émouvant. J'avoue que moi, les larmes me sont montées aux yeux quand elle a publié la photo. Je me suis dit, essayer d'avoir de la Stranded, c'était même pas imaginable. Je pense qu'elle a été ratibosée en un quart d'heure. Donc, j'ai de la très vite, que je ne tricoterai peut-être jamais, peut-être oui, de toute manière, je change toujours d'avis. Je me dis peut-être que quand il fera morne pendant 15 jours ou un mois, j'aurai envie d'un truc super funky, super coloré. Donc voilà. A priori, si je le fais un jour, c'est Birds of a Feather, ou bien je referai l'étole Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui était aussi une alternance de Mohair et de Fingering. J'avais dit que puisque je ne revenais qu'au bout de 15 jours, j'allais faire un épisode un peu plus court, mais je peux pas m'empêcher de causer 3 siècles. Et alors je sens que ma voix est en train de s'érailler. Je pense que c'est parce que avec la chaleur, ma sinusite est plein pot, et donc du coup ma gorge en est irritée aussi parce que mon nez est bouché, donc je respire par la gorge. Et hier j'étais complètement à faune. J'ai eu ma maman au téléphone, elle fait « Ça ne va pas, tu es malade, tu es fatiguée ?» Non, j'ai chaud, c'est tout. Donc voilà. Je vais vous parler un tout petit peu de teinture parce que j'ai fait des nouvelles expériences un peu légèrement passionnantes. À tout de suite. Hein. Je suis Nathalie. Donc j'ai découvert les coprints. Bon, j'ai pas découvert, c'est un moment que ça me trotte dans la tête que je voulais absolument essayer. Donc je vous ai mis toute une série de petites photos et vidéos que j'ai prises au fur et à mesure du processus. Les photos que vous avez vues, c'est à peu près sur une semaine de temps en fait. Donc je vous explique, le principe c'est de faire de l'impression végétale sur du tissu en utilisant des fleurs, des feuilles et compagnie. Et donc j'ai déjà fait 2 séries d'essais. Il faut d'abord préparer son tissu. Là, dans mon cas, j'ai utilisé du lin naturel brut assez épais, genre lin. J'irais pour faire plutôt du recouvrement de meubles et des choses comme ça. Pas assez, voilà, ou des sacs, enfin, mais pas du lin d'habillement, ou alors une jupe un peu raide. Le tissu est d'abord mordancé, il y a plusieurs techniques proposées, j'en ai essayé une, et alors j'ai fait des bandes qui faisaient soit 50 cm, soit 1 mètre sur la laisse du tissu qui faisait 1,50 m. J'ai surjeté chaque bout. Il faut d'abord bien le laver, puis il faut bien le mordancer, et puis après je suis venue déposer, comme vous l'avez vu sur une des photos, des fleurs. Certains cas j'ai mis que des feuilles, dans certains cas j'ai mis que des fleurs, dans certains cas j'ai mis les deux. J'ai mis un petit peu de poudre de perlimpinpin, certaines de mes voilà, genre du curcuma et des choses comme ça, que j'ai du cachou qui est en poudre, voilà, j'ai parsemé. Et après on roule très 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 serré,
on vient ficeler comme un petit rôti. Donc j'ai beaucoup ri sur tous les commentaires que j'ai reçus sur Instagram au fur et à mesure, parce que je mettais juste expérimentation jour 1, expérimentation jour 2, mais sans explication. Et donc tout le monde est là, ah, tu fais les andouillettes. Alors je ne mange quasi pas de viande. Et alors me traiter mes écoprines d'andouillettes, surtout quand je vois les messages à 7 h le matin, ouh, donc voilà, je ne mange pas de viande par conviction, voilà, mais par goût, vraiment, je n'ai aucun plaisir à en manger, oui, de temps en temps, une bonne grosse tranche de bœuf bien grillée, bien saignante, j'adore, mais de très bonne viande de bonne qualité, mais le pâté, les andouilles, enfin tout ce qui est charcuterie, il y a même certaines choses qui me donnent carrément la nausée au moment où c'est en contact avec ma langue, donc voilà. Comme ça, vous ne traiterez plus jamais mon travail d'andouillette, non mais... Hein, ou de rôti ficelé, ou de... Voilà, je reviens à mes éco-prints. Et donc, on ficelle, c'est bien serré, et puis il faut cuire très longtemps. Alors moi, j'ai fait immersion, donc je les ai mis tels quels dans la casserole. J'en avais fait 5, je crois, ouais. Et je les ai mis dans la casserole, ça a cuit presque toute une journée à feu doux. Et puis après, c'est la partie la plus difficile. Il faut être raisonnable, il faut laisser sécher. Enfin, en tout cas, a priori, j'ai pas vraiment suivi de recette, j'ai juste imaginé ce qui me semblait le plus logique par rapport à des commentaires déjà vus, soit sur Instagram, soit sur des blogs, soit un peu abordé dans certains bouquins. Mais j'ai pas de bouquin spécifique par rapport à ça, donc de temps en temps, c'est juste une page dans un bouquin où on fait « Ah, au fait, on peut faire de l'éco-print. » Voilà. Mais donc, je me suis dit, je vais essayer avec mes connaissances de teinturière de laine, sachant que les fibres animales et les fibres végétales ne se travaillent pas de la même façon, justement parce que le mordançage n'est pas le même, parce que les fibres végétales sont plus difficiles à faire prendre la couleur. Voilà. Et donc, j'ai attendu. J'ai mis à l'ombre, hein, parce que le soleil n'est pas, les rayons directs du soleil ne sont pas bons pour la teinture naturelle. Et j'ai mis à l'ombre, et j'allais les papouiller 4-5 fois par jour, et j'ai attendu 3 ou 4 jours. Et puis j'ai craqué. Donc c'était pas encore tout à fait sec, mais quasiment. Et donc j'ai ouvert ma petite ficelle et j'ai déroulé mes petits rôtis, mes petits rouleaux de printemps, et j'ai découvert les impressions. Alors il y a des fleurs qui ont très bien donné, il y a des fleurs qui n'ont rien donné, il y a des fleurs qui... En fait, les images que vous avez vues sont les images de ce qui a le mieux fonctionné, et celui qui est le plus beau. Et puis après, j'ai mis à sécher, et puis en fait, la dernière photo que vous avez vue, c'est la photo de quand ça sèche. Mais en vrai, en tant que teinturière expérimentée, je sais que le lavage peut faire beaucoup de dégâts. Et donc je n'ai pas encore montré le résultat après lavage. Donc après, moi j'ai tout passé en machine à 40 degrés avec ma lessive écologique habituelle que j'utilise pour mes vêtements, que j'utilise pour la laine, que je teins, voilà. J'ai tout passé en machine parce que je sais qu'il y a des plantes qui ne survivent pas à un lavage du tout. Et donc je voulais quand même vraiment avoir un vrai aperçu, que ça ne servait à rien d'être fascinée par ce que j'avais comme résultat, si ça n'allait pas tenir dans le temps ou au lavage. Et si je veux transformer ces tissus, comme c'est le but à la base, ça ne sert à rien d'avoir quelque chose qui est manipulable et à mettre sous 4, quoi. Donc je vais vous montrer quelques excès. Je vais d'abord commencer par celui que vous voyez le plus. Je suis en train de regarder parce qu'en fait j'ai les photos sur mon écran d'ordinateur. Celui que vous voyez, que je montre le plus, qui est à mes yeux le plus réussi. Mais vous allez voir que ça n'a plus grand chose à voir, même si c'est très beau et très subtil. Donc voilà, donc c'est passé en machine, ça a resséché à l'ombre, et puis j'ai repassé proprement. Et donc celui-ci était surtout fait, ça sent bon la lessive, avec des fleurs. Celles qui ont donné le plus beau résultat, ce sont des roses trémières noires. La nigra quelque chose, voilà. Je n'en ai pas, j'en ai des graines, j'en ai mis une fois dans mon jardin, elle a poussé fuchsia, et mon frère en a une. Il ne le savait pas que c'était comme ça, et donc on a passé une journée chez mon frère, et j'ai récolté toutes les fleurs qui étaient fanées et qui étaient tombées au sol, et donc c'est ce que j'ai utilisé en ce cas-ci. Alors vous avez vu sur la photo et dans les vidéos, c'était fort mauve, et fuchsia, enfin pourpre, et donc au lavage ça a bleui, c'est normal, c'est la réaction logique. Les petites taches que vous voyez, c'est du cachou, les jaunes, il y a de la Tennessee qui est rentrée en compte, il y a plein d'autres choses, mais je trouve que le résultat n'est franchement pas si mal que ça. Il y a des endroits où ça raconte une histoire complètement extraordinaire, je trouve, où on voit presque le détail des plis de pétales de la fleur séchée. Donc franchement,
C'est très très chouette. Mais je vais peut-être pas tous vous les montrer. J'aurais peut-être dû les déplier avant pour retrouver les détails que je voulais. Là, ici c'est pareil. Vous les voyez un peu plus contrastés que ce qu'ils sont. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus délicat en vrai. Je trouve ça vraiment chouette. La partie qui est ici, mais sur on voit plus. Ça c'est l'endroit où on était en contact avec les ficelles et avec le bain. C'est plus. Je dois apprendre à mieux positionner cette partie-là. C'est vraiment une toute première fois. Veuillez m'excuser. Voilà, vous l'avez en tête. Et alors il y en a un où les pétales de certaines fleurs qu'on a utilisées ont donné des résultats absolument dingues. Est-ce qu'on va les voir? Voilà. Ça, moi, ça me fascine complètement. Me dire que c'est de l'impression d'un végétal sur du lin. Donc globalement, celui-ci est resté quasi dans sa couleur naturelle. Et alors j'avais juste mis des fleurs. Et donc certaines fleurs ont donné des trucs de fou. Tous les petits points jaunes, on les voit pas bien. Oh, c'est parce qu'il fait trop lumineux. Tous les petits points jaunes sont... juste mis des petits boutons de tanésie, qui est une plante tinctorielle. Alors j'en ai pas eu assez cette année à cause de la chaleur que pour l'utiliser, pour faire un bain de laine. Mais je me suis dit que justement l'utiliser sur le tissu, c'était une bonne occasion. Voilà, ici aussi c'est superbe. C'est une fleur d'hibiscus qu'on avait posée à plat. Et donc c'est le cœur de la fleur. Moi je trouve ça époustouflant. Voilà, donc ça c'était ma première série d'essais. Il y en avait 3 sur les 4 que je trouvais vraiment... 4 sur les 5 qui étaient vraiment très très beaux. Ici aussi vous avez des détails qui me sont... moi je trouve fascinants. Après c'était pas construit, c'était pas réfléchi. Les feuilles n'ont quasi rien donné. Elles ont donné des nuances et des taches jaunes. Mais c'était pas tout à fait au point. Il y en a un qui était quasi tout à fait blanc. Donc voilà. Et alors j'ai essayé tout à fait autre chose, tout à fait une autre façon de faire. Toujours sur le tissu qui est préparé à la base. Et j'ai mis des feuillages et des fleurs de nouveau. J'ai refait mes petits rouleaux. Et là, ça j'ai mis, alors c'est juste pas encore repassé, mais c'est déjà lavé. J'ai mis dans un fond de bain de teinture. Et pareil, ça a cuit plusieurs heures dans mon fond de bain de teinture. Et le résultat est juste absolument époustouflant. À mes yeux. Hein. Il y a des choses, d'une vibration qui se passe. En fait, on voit, donc celui-ci c'était celui qui n'était pas terriblement réussi la fois d'avant. Je le vois super bien, mais vous ne les voyez pas vraiment. Il y a plein de petits points jaunes. Mais alors là, on voit, il y a certaines feuilles qui ont donné un peu d'impression. Ici, il y avait vraiment une des matières qui avait du bain précédent qui n'apparaissait pas et qui est apparue dans la couleur. Et alors, il y a un endroit où il s'est passé exactement ce que j'espérais qu'il se passe. Ça va mieux se voir ici. Les feuilles ne se sont pas imprimées. Par contre, on laissait des traces dans ce qui s'est imprimé dans le tissu. Et donc, on devine la forme des feuillages. Ici, c'était de l'érable. Voilà. Et bien là, vous voyez bien les petits points jaunes de la tanésie. Donc ça, je suis super enchantée du résultat. Vraiment, ça ressemble plus à ce que j'espérais atteindre. Voilà. Je sais pas si vous pouvez le voir plus. Bon. Mais pareil, par contre, j'ai mon grand rectangle qui est mal positionné. Mais comme il était déjà là, je l'ai remis au même endroit. Je suis super fan. Et alors, le deuxième essai que j'ai fait, donc là, le lin n'avait pas encore été teint. Et là, j'ai mis que des feuillages et quelques fleurs de tanésie. Et j'ai eu un résultat. Il y a une réaction qui s'est faite avec le sulfate de fer qui était dans mon bain de teinture. Et alors, il y a certaines feuilles qui ont vraiment laissé leurs traces et leur impression. Je suis super fan. Ça, à mon avis, ça va finir en sac à projet pour ma pomme. J'avais reçu, lors d'un échange que j'avais fait avec By Simone, un bout de tissu qu'elle avait imprimé et que je préserve comme un petit trésor. Mais à mon avis, je vais combiner les deux et me faire un sac à projet avec cette section-ci, sûrement, que je trouve vraiment superbe. Voilà. Et là, on l'a aussi de l'autre côté. Et alors, c'est très 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 subtil, mais il y a un endroit où il y a une feuille de rhubarbe qui a laissé sa marque. Est-ce que ça se voit? J'espère que ça se voit. Voilà. On voit vraiment la feuille de rhubarbe ici, la tige et le pourtour de la feuille. Alors, c'est des trucs, c'est vraiment d'une subtilité exceptionnelle. Comme ça, je vous montre encore parce que je suis
complètement fascinée par le processus. Donc je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer de découvrir d'autres choses. Ici aussi vous avez une feuille qui est apparue, qui n'a pas teint, qui a empêché le tissu de d'absorber la couleur. C'est ce genre d'effet-là que je voulais. Je trouve ça super beau. Ça fait partie des choses, je vous avais dit à l'épisode précédent, comme j'ai arrêté mon boulot, il y a beaucoup de choses qui me trottent dans la tête et que je veux mettre en place et essayer de découvrir, parce que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Et je me rends compte, donc déjà au niveau de la laine, j'ai encore des centaines et des centaines d'essais et d'heures d'apprentissage. Et en plus maintenant, rajouter la possibilité d'imprimer sur tissu et de vous proposer des objets, des trousses, des sacs et tout ça qui seraient dans des tissus que j'ai imprimés moi-même. Je pourrais faire des collections saisonnières, printemps, été, automne, et essayer d'obtenir des résultats divers et variés, et de plonger ça dans des fonds de bain de teinture pour obtenir des nuances différentes et voir ce qui se passe. Donc voilà, donc je vais explorer tout ça, je vous raconterai au fur et à mesure. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de toujours, donnez-moi votre avis, dites-moi si tout ce que je vous raconte vous intéresse ou pas. De toute manière, voilà, mais moi c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Une fois de plus, ça sert à rien que je vous donne les recettes exactes, ça se trouve sur internet, ça se trouve dans les bouquins. C'est pas le but que je vous donne des manières de faire, mais que l'envie c'est vraiment de partager, peut-être vous donner envie à vous d'explorer. Surtout là, franchement, c'est mes premiers essais, donc je vais pas commencer à claironner partout sur comment il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire, parce que a priori, je ne sais même pas pourquoi ça s'est fait comme ça. Il faut que j'analyse un petit peu tout ça. Cet épisode n'est pas si court que ça finalement, il va quand même durer une bonne heure. Je peux pas m'empêcher de causer, mais je pense que vous devez l'entendre et je commence à avoir mal quand je parle, donc je vais me limiter là. Mon homme est en congé à partir d'aujourd'hui maintenant pour 15 jours, donc ça c'est sûr et certain. Je ne vais pas enregistrer d'épisode d'ici là, et puis je serai sur les 2 salons. Donc on va se retrouver d'ici 15 jours, 3 semaines avec les projets. Je vais essayer vraiment d'être plus régulière et d'être là à peu près tous les 15 jours. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes en vacances, en congé, passez des super bonnes vacances, reposez-vous bien, déconnectez bien, oubliez le train-train quotidien. Profitez de chaque instant, regardez les étoiles le soir avant d'aller dormir, faites le tour de votre jardin si vous en avez un, faites le tour du parc d'à côté, écoutez le chant des oiseaux. Donc voilà, embrassez les gens que vous aimez. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, d'aller vous abonner, ou sur Instagram, de vous abonner pour avoir des petites infos surprises pour la semaine prochaine sur ma boutique. Plein de bisous à tout le monde et merci d'être là.